Je vais vous expliquer l'origine du surnom Poulet pour les policiers. En fait, depuis 1816, la préfecture de police était hébergée dans l'ancien hôtel du premier président du Parlement de Paris. Durant la semaine sanglante de la Commune, qui a eu lieu du 22 au 28 mai 1871, des bâtiments sont incendiés, notamment les monuments qui possèdent un lien avec le pouvoir en place. En bâtiment incendié, on a notamment l'hôtel de ville de Paris, mais également le bâtiment de la préfecture de police. Jules Ferry, qui était alors maire de Paris, il met à la disposition de la préfecture de police la caserne de la Cité, qui se situe au très célèbre 36 quai des Orfèvres. Et cette caserne de la Cité va devenir le siège de la préfecture de police. Le truc, c'est que cette caserne avait été bâtie sur l'emplacement de l'ancien marché aux volailles de Paris. Et donc les policiers sont rapidement surnommés par les Parisiens les Poulets. Ensuite, ce surnom s'est rapidement étendu au reste de la France. Et d'ailleurs, il y a quelques années, l'éleveur de volailles Loué avait passablement énervé certains policiers, notamment des syndicats de police, puisqu'il y avait des publicités montrant notamment un policier sur un tracteur doté d'un gyrophare avec le slogan « Depuis 1958, un bon poulet est un poulet libre ». Il y a eu différentes affiches qui ont été réalisées, ce que certains syndicats de police ont jugé dégradant et ont notamment déclaré dans la presse que ça ridiculisait l'uniforme. Personnellement, mon avis sur la question, c'est que je trouve que c'est rigolo, ça reste de l'humour. Après, c'est sûr que bon, c'est pas quelque chose qui va mettre énormément en valeur le métier de policier, mais en soi, je trouve que ces publicités sont quand même assez drôles, et bon, ça reste de l'humour, donc voilà. Même si évidemment, sorti de son contexte et détourné par certaines personnes anti-police, ça peut prêter à polémique. Je vais te parler de la Brigade des atteintes aux biens, le service d'enquête dans lequel je suis affecté depuis environ 2 ans. Cette unité appartient au service local de police judiciaire d'un commissariat. Et le SLPJ, ça s'occupe de tout ce qui est enquête propre à une circonscription de police d'un commissariat. Au-dessus de ça, on retrouve le SRPJ, service régional de police judiciaire, qui va s'occuper des plus grosses enquêtes, de tout ce qui est enquête à l'échelle régionale. Il faut savoir qu'au sein de la Brigade des atteintes aux biens, on travaille en civil avec des voitures banalisées. On s'occupe de tout ce qui est investigation dans 3 groupes pour différents domaines. En premier lieu, on a le groupe cambriolage, dans lequel j'ai passé environ 1 an et demi. Et ça porte sur tout ce qui est enquête pour des vols par effraction dans des habitations ou tout ce qui est entrepôt par exemple, mais aussi tout ce qui est vol de fret, c'est-à-dire vol dans des camions de marchandises, des trains, et même dans tout ce qui est conteneurs qui sont stockés sur un port par exemple en attente d'être envoyés à l'étranger, et également tout ce qui est violation de domicile. Ensuite on a le groupe automobile qu'on appelle également le roulage, et les enquêteurs de ce groupe vont s'occuper de tout ce qui est enquête pour les vols de véhicules, les vols à la roulotte, c'est-à-dire vol dans un véhicule avec dégradation, par exemple un bris de vide pour voler un sac à main ou un portefeuille qui serait resté dans une voiture, et également tout ce qui est vol d'accessoires sur véhicule, par exemple le vol d'optique de phare, ou de banquette, ou de capot, ou de roue, ça arrive assez fréquemment. Et enfin, on a le groupe dans lequel je suis depuis environ 6 mois, le groupe d'atteinte aux biens, le GAB, qui s'occupe de tout ce qui est enquête pour les violences urbaines, avec notamment incendie de véhicules, jet de projectiles, tir de mortier sur des policiers, mais également tout ce qui est violence sur les policiers en général. On a également tout ce qui est enquête suite à des manifestations, lorsqu'il y a des dégradations qui sont commises lors d'une manifestation par exemple, et tout ce qui est enquête sur les vols par ruse, les vols aux distributeurs, vols au parc-mètre, ce genre d'escroquerie. Les horaires au sein de ces groupes, c'est 8h-17h avec une pause de 12h à 13h ou 9h-18h avec une pause de 13h à 14h, et ça change une semaine sur 2. Faut savoir qu'il y a également une permanence flag, ça revient à peu près une fois par mois, où 2 enquêteurs de n'importe quel groupe sont de permanence ensemble, et dès qu'il y a un flagrant délit, on va le traiter, voilà. Donc s'il y a par exemple eu un cambriolage dans la nuit, et qu'il y a 2 enquêteurs donc qui sont de permanence flag, et que la BAC nous ramène par exemple des personnes interpellées, c'est les enquêteurs qui sont de flag cette semaine qui vont traiter l'enquête. Après, s'il y a besoin de renfort, d'autres collègues viennent renforcer, et ça peut être dans n'importe quel domaine de compétence de l'unité. Ça veut dire que moi je peux être avec quelqu'un du groupe cambriolage et on peut traiter un vol de véhicule. Si ça tombe sur notre semaine de flag, c'est pour nous. Après, ça c'est le fonctionnement propre à mon unité, c'est pas partout pareil. La majorité des dossiers se gèrent en préliminaire, c'est-à-dire sur des enquêtes un petit peu plus longues. Et le boulot en gros c'est de l'investigation et de la procédure. Avec 90% de bureaux, nous réalisons des enquêtes par divers moyens, notamment tout ce qui est suite à des constatations de police scientifique pour tout ce qui est prélèvement par écouvillon qui peuvent donner ensuite un ADN, mais également tout ce qui est relevé de traces, que ce soit des traces papillaires, des traces de mains, ce genre de choses. L'exploitation de vidéos de caméras surveillance s'il y en a, mais également parfois des enquêtes sur la téléphonie d'une personne qui pourrait intéresser l'enquête, qui pourrait être suspectée, ou également parfois des auditions de témoins. Et dans le cas où une personne est identifiée suite à une enquête, la personne va soit être convoquée, soit être interpellée, et dans ce cas on peut l'entendre soit sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre. Et pendant une garde à vue, on peut faire tout ce qui est audition, perquisition, confrontation s'il y a plusieurs suspects, ce genre de choses. Il y a également environ 10% de terrain. Le terrain, ça va être principalement tout ce qui est interpellation, notamment interpellation à domicile à 6h du matin, ce qu'on appelle dans le jargon des levées. Également parfois des surveillances, des enquêtes de voisinage, des filatures et des vérifications de domicile de mise en cause. On va parler de l'année 1829. En cette année 1829, la police française est la première police au monde à se doter d'un uniforme pour qu'elle puisse être identifiée.
Et cette décision fait suite à un arrêté préfectoral du 12 mars 1829 portant création des sergents de ville parisiens. Le préfet de Paris de l'époque, dont je vous affiche le nom à l'écran parce que j'arrive pas du tout à le prononcer, et en gros ce préfet de Paris, il décide de créer les sergents de ville, qui sont donc chargés dans Paris de l'exécution des lois et de tout ce qui est ordonnance de police municipale. Ils sont notamment placés sous la direction d'un commissaire de police et sont assistés d'inspecteurs de police pour l'exécution des lois et prêter main forte au besoin. Les sergents de ville sont également chargés de tout ce qui est ronde de nuit, et il est précisé à l'article 3 de cet arrêté que les sergents de ville porteront dans l'exercice de leurs fonctions un habit ou redingote, uniforme en drap bleu, boutons aux armes de la ville, pantalon et gilet bleu, chapeau à cornes, une canne à pomme blanche aux armes de la ville de Paris. Dans les rondes de nuit, ils pourront porter, en vertu d'une autorisation spéciale, un sabre avec ceinturon noire. Ces sergents de ville sont donc armés et il s'agit donc des premiers policiers au monde à être dotés d'un uniforme. On va parler des BST, les brigades spécialisées de terrain. Alors déjà, comme leur nom l'indique, à l'origine, ce sont des services qui étaient sectorisés. C'est-à-dire que moi, dans la ville où je travaille actuellement, il y avait une brigade qui s'occupait d'un secteur et une autre BST qui s'occupait d'un autre secteur. Et donc, ils patrouillaient que dans le secteur qui leur était dévolu, sauf vraiment intervention extrêmement grave, mais généralement, ils sortaient pas de leur secteur. Ça permettait déjà d'avoir une bonne connaissance du milieu délinquant local et bien sûr des habitants et des commerçants, notamment pour avoir des renseignements. Ça permettait aussi d'avoir du lien police-population et donc ça permettait de maintenir la police de proximité. Aujourd'hui, dans la ville où je travaille, c'est plus vraiment le cas. Les effectifs des deux BST patrouillent un peu partout dans la ville, même s'ils ont gardé une petite préférence pour patrouiller, on va dire, de façon privilégiée dans leur secteur, mais ils peuvent patrouiller partout. Les missions des BST, c'est principalement des missions en tenue dans des véhicules sérigraphiés. Parfois, il arrive qu'il y ait des missions en civil dans des véhicules banalisés, mais c'est plus rare. Et les missions, c'est principalement de l'initiative. Par exemple, tout ce qui est contrôle et harcèlement de points de deal. Il peut également arriver qu'ils fassent du contrôle routier. Il y a également des missions en renfort à tout ce qui est police-secours, lorsqu'il y a une intervention un peu compliquée, et parfois également des missions en renfort pour tout ce qui est service d'ordre et maintien de l'ordre. Par exemple, dans ma ville, lorsqu'il y a les matchs à domicile de l'équipe de foot locale, la BST va assurer la sécurité aux abords du stade, notamment pour faire la circulation et assurer la sécurité sur le parvis du stade. Les fonctionnaires de police qui composent la BST sont principalement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, c'est-à-dire tout ce qui est gardien de la paix, brigadier chef et major de police. Vous pouvez également avoir des officiers, mais généralement quand vous avez un officier dans une BST, c'est que c'est lui qui commande la BST, voire même qui va gérer plusieurs services et pas uniquement la BST. C'est le cas dans mon commissariat où l'officier qui commande la BST commande également la brigade anticriminalité. Au niveau de tout ce qui est équipement et véhicules, alors pour ce qui est des véhicules, on va avoir tout ce qui est Peugeot 5008, Renault Scénic, mais également des fois des Skoda Octavia ou des Renault Mégane. Et au niveau de l'équipement, déjà on a le même que pour tous les fonctionnaires de police, c'est-à-dire l'arme de poing en dotation individuelle, le Six Hour SP 2022. On a également tout ce qui est gilet pare-balles individuel, bâton de défense télescopique ou tonfa, et en fonction des habilitations, on peut avoir d'autres choses. On a également tout ce qui est matériel pour se protéger en cas de maintien de l'ordre, donc tout ce qui est protection pour les bras, les jambes, également le bouclier et le casque, parce qu'il arrive assez fréquemment que les effectifs de la BST interviennent pour des interpellations à domicile en assistance des services d'enquête, notamment des interpellations à domicile avec une notion d'arme ou un individu dangereux pour avoir une arme chez lui, et dans ce cas forcément les effectifs de la BST vont s'équiper en équipement lourd pour pouvoir entrer avec le minimum de risque, on va dire. Et donc les interpellations à 6h du matin, c'est assez fréquent pour la BST, sachant que généralement le cycle horaire pour les BST, c'est le 2-2-3 en 11 heures de travail par jour. Si vous connaissez pas les cycles horaires en police, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Au niveau de tout ce qui est test de sélection, il n'y a pas de test de sélection spécifique pour intégrer une brigade spécialisée de terrain. Il faut postuler suite à un appel d'offres ou suite à des postes vacants. On va ensuite avoir un entretien avec le chef de service. Et si on fait l'affaire, on peut être pris, on peut même intégrer une BST en sortie d'école. Enfin, pour terminer, je vous dirais que les BST en région parisienne sont généralement appelés brigades territoriales de contact, BTC. C'est la même chose, ils font le même travail, c'est juste le nom qui change. Je vais te parler de l'histoire du tonfa. Le tonfa qui est une arme de force intermédiaire utilisée aussi bien par la police nationale que la gendarmerie nationale ainsi que par d'autres services de police dans le monde. À l'origine, le tonfa c'est une arme en bois utilisée en art martial. Cette arme se compose d'une matraque et d'une poignée latérale perpendiculaire. En art martial, les tonfas sont généralement utilisés par paire. L'origine de cette arme est liée à l'île d'Okinawa. C'est une île qui se situe au sud de l'archipel japonais. Pour obtenir une bonne maîtrise de cette arme, la pratique demande souplesse, force, agilité dans les
les doigts, ainsi que dans les poignets, les coudes et les bras. C'est une arme assez technique et donc il faut beaucoup d'entraînement pour savoir la manier correctement. Et le tonfa d'intervention pour les services de police, il est apparu suite aux vagues d'immigration qui ont amené le tonfa aux États-Unis. En fait, c'est des policiers américains qui pratiquaient le kubudo, un art martial japonais, qui se sont inspirés du tonfa d'Okinawa pour transformer leur matraque de police en ajoutant une poignée latérale qu'ils ont fixée au tiers de la longueur. En France, le tonfa est arrivé dans les années 90 dans la police. C'est une arme de catégorie D dont le port est interdit et le transport réglementé. Généralement, cette arme est utilisée par les CRS, les gendarmes mobiles, notamment en maintien de l'ordre, mais il y a d'autres unités qui peuvent parfois l'utiliser comme tout ce qui est police secours, BAC, BST. Les forces de l'ordre sont soumises à une habilitation pour utiliser le tonfa. Dans la police nationale, on a un recyclage assez fréquent pour pouvoir utiliser cette arme. Moi, j'ai fait mon recyclage bâton il y a pas longtemps justement, parce que ça reste quand même des armes, même si c'est de la catégorie D. Faut savoir que le tonfa, ça peut quand même faire très mal, hein. Vous prenez un coup de tonfa dans le bras, ça peut vous péter le bras. Vous prenez un coup de tonfa dans la tête, ça peut vous tuer. Donc bon, évidemment, les coups dans la tête sont proscrits, mis à part en cas de légitime défense. Et il faut savoir que le tonfa est également parfois utilisé par la police municipale, mais généralement, c'est le bâton télescopique qui est préféré par la police municipale. C'est plus discret et beaucoup moins encombrant. Vu que j'aime énormément l'argot police, j'ai décidé de vous faire un top 5 des expressions utilisées par la police nationale. Alors ce sont des expressions qui sont également parfois utilisées en gendarmerie nationale et également dans l'armée. En premier, j'ai mis grenouiller. Grenouiller, ça signifie patrouiller dans un secteur à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une personne, un véhicule, voilà. Que ce soit aussi bien une personne suspecte qu'on doit interpeller ou contrôler, voire une personne qui a été victime de quelque chose, ou même une personne qui voudrait tenter de mettre fin à ses jours. En deuxième expression, j'ai mis bitumé. Bitumé, ça signifie être en statique sur le bitume, donc dans la rue, sur la voie publique, lorsqu'on garde, je sais pas moi, un bâtiment ou qu'on surveille les abords d'un commissariat. Mais parfois, les collègues emploient également l'expression bitumé pour dire être en pédestre dans la rue, voilà, marcher à pied dans la rue. Troisième expression, bécaner. Alors ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Bécaner, ça signifie dans le jargon rédiger des procès-verbaux, travailler sur des procédures judiciaires. Donc moi, c'est vrai que c'est assez souvent que je bécane au travail, puisque vu que je suis enquêteur, je passe le plus clair de mon temps dans mon bureau sur l'ordinateur à rédiger des procès-verbaux. En quatrième expression, c'est taper. Taper, ça signifie interpeller, perquisitionner ou voire même faire une interpellation à domicile. Donc quand on tape, ça veut dire qu'on va intervenir, qu'on va aller tout simplement interpeller une personne ou qu'on va aller faire une perquisition à un domicile. Cette expression taper, qui est assez utilisée dans le jargon police, c'est sûrement une des plus connues. Et en cinquième et dernière expression pour cette vidéo, l'expression filocher. Alors celle-là, ça doit être la plus connue, je pense. Filocher, ça veut dire prendre une personne en filature, tout simplement. Une personne ou un véhicule, Je vais te lister 6 services d'intervention d'élite des forces de l'ordre françaises. En premier, j'ai mis le groupe d'appui opérationnel de la DGSI. C'est l'unité d'intervention de la DGSI. Il s'occupe de tout ce qui est interpellation et perquisition au profit de la DGSI, mais également déferment et transfert d'individus dangereux et parfois la protection de hautes personnalités. Le recrutement pour cette unité et pour chacune des autres unités, ce sont des tests physiques et psychologiques qui sont très poussés et également une visite médicale. En deuxième unité, j'ai mis le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et tout ce qui est antenne GIGN. Cette unité d'intervention a été créée en 1974, elle comptait à l'époque 17 membres et aujourd'hui en 2024 il y a plus de 1000 membres au sein du GIGN. Donc ses missions, c'est tout ce qui est contre-terrorisme, gestion des crises d'extrême, lutte contre le grand banditisme, la protection de hautes personnalités que ce soit en France ou à l'étranger. Et vous avez différentes forces au sein du GIGN, vous avez la force intervention, vous avez la force observation recherche et la force sécurité protection. Troisième unité, le RAID de la police nationale, recherche assistance intervention dissuasion. Cette unité d'élite a été créée en 1985, elle compte actuellement 500 effectifs. Le RAID intervient pour tout ce qui est troubles graves à l'ordre public, notamment lors des émeutes pour la mort de Naël, le RAID était intervenu. Vous avez également tout ce qui est lutte contre la criminalité organisée, bien évidemment tout ce qui est mission contre terrorisme et antiterrorisme, et bien sûr la protection de hautes personnalités, que ce soit en France ou à l'étranger. C'était d'ailleurs le RAID qui s'était occupé de l'évacuation de l'ambassadeur de France à Kaboul, lors de la chute de Kaboul, voilà. Et il faut savoir que les unités RAID se chargent également de la formation des autres services de police pour tout ce qui est lutte antiterrorisme. Au RAID, vous avez différents groupes spécialisés, donc vous avez tout ce qui est négociation, intervention, technique, mais également cynotechnique, les tireurs de haute précision et tout ce qui est volet médical. En quatrième unité, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale, très probablement mon unité préférée parmi le listing que je vous fais. La BRI a été créée le 22 septembre 1964. C'est une unité de la police nationale qui agit plus particulièrement pour la police judiciaire. Et pour la police judiciaire, ils vont faire plusieurs missions d'assistance, que ce soit surveillance, interpellation, filature. Ils vont également faire d'autres types de missions, comme tout ce qui est mission antiterrorisme, interpellation d'individus dangereux ou
d'individus retranchés. Donc ils ont vraiment les deux volets, le côté judiciaire, tout ce qui est assistance sur le terrain à la police judiciaire, et le côté plutôt intervention pure, un peu comme le RAID, pour tout ce qui est antiterrorisme, intervention pour individus retranchés ou individus dangereux, enfin voilà, tout ce genre de choses. Cinquième unité, c'est la brigade d'intervention de la police nationale et plus particulièrement de la préfecture de police. Elle a été créée en 1998, elle dépend de la préfecture de police et plus particulièrement de la direction de l'ordre public et de la circulation. Cette unité d'intervention dont la spécialisation c'est plutôt tout ce qui est tir d'eau de précision, la VARAP et les couvertures hautes. Alors la VARAP c'est tout ce qui est descente en rappel et escalade de bâtiments hauts, voilà. Et la spécialisation donc couverture haute pour tout ce qui est protection notamment d'autres personnalités ou d'événements importants comme le 14 juillet ou d'autres événements, des manifestations importantes. Faut savoir que pour cette unité j'ai pas trouvé de page officielle donc je vous ai mis la page Wikipédia en description de la vidéo YouTube. Et enfin, sixième unité pour terminer, les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie, les PSPG. Donc eux, leur mission principale, c'est tout ce qui est sécurisation des centrales nucléaires. Et en fait, cette unité qui a été créée en 2009, c'est un partenariat entre la gendarmerie nationale et EDF. Au total, vous avez 22 PSPG partout en France. Et comme je vous ai dit, leur mission principale, c'est la sécurisation des centrales nucléaires en cas d'attaque, de menaces terroristes, enfin ce genre de choses. J'ai vu certains commentaires sous une de mes vidéos qui me disaient non, le PSPG c'est pas une unité d'élite. Bah si, c'est une unité d'élite. Déjà, il faut savoir que les tests de sélection sont très poussés. Ensuite, c'est une unité qui est formée par le GIGN et ils ont pas que le volet sécurisation des centrales nucléaires. Ils peuvent des fois agir au profit de la gendarmerie départementale pour tout ce qui est interpellation à domicile d'individus dangereux. Et j'ai envie de dire que bon, tant qu'il se passe rien, on est content. Mais le jour où il y aura une attaque de centrale nucléaire, bah on sera vraiment heureux de les avoir parce que c'est une unité qui est très bien formée et qui est vraiment spécialisée dans ce domaine de protection des centrales nucléaires. Et donc, bien évidemment, c'est une unité d'élite qui a toute sa place dans ce top 6. On va parler de la création des CRS qui ont été créés le 8 décembre 1944. Et oui, le 8 décembre 1944, il y a exactement 80 ans, c'était la création des compagnies républicaines de sécurité. Il faut savoir qu'avant ça, on avait ce qu'on appelait les groupes mobiles de réserve, souvent abrégés en GMR, comme maintenant on abrège compagnie républicaine de sécurité en CRS. C'était des unités qui a été créées au sein de la police nationale par le gouvernement de Pétain. Les GMR, c'était une force de maintien de l'ordre sur le modèle de la garde républicaine mobile qui appartenait, elle, à la gendarmerie nationale. Les gardes mobiles de réserve étaient donc des policiers qui avaient un statut civil. Évidemment, suite à la libération le 7 décembre 1944, les GMR furent dissous et une partie des effectifs ont été fusionnés après une certaine épuration, notamment de tous les personnels qui avaient collaboré avec l'occupant. Et c'est donc suite à tout cela que le 8 décembre 1944 sont créées les compagnies républicaines de sécurité, plus connues sous l'acronyme CRS. Les CRS ont donc 80 ans, bon anniversaire à eux. J'en profite pour faire une petite pub à ma vidéo YouTube dédiée aux compagnies républicaines de sécurité. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur les CRS. La MPF, c'est la Maison de protection des familles. Il s'agit d'une unité créée par la gendarmerie nationale en 2019. En fait, cette unité elle a pour but de répondre davantage à la demande de suivi et d'accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales. Donc ça peut être victime ou co-victime. Par exemple, les seniors, les personnes en situation de handicap, les familles, les enfants. Donc elle apporte une véritable expertise, mais également un lien entre les élus, les assos, la justice et les mineurs. Et les victimes majeures également. Les enquêteurs qui font partie de cette unité, c'est des personnels qui sont expressément formés aux auditions de mineurs victimes, qui sont appelées auditions Mélanie, mais également aux auditions de victimes de violences intrafamiliales. Vous allez me demander, mais pourquoi ça s'appelle audition Mélanie? En fait, simplement, la première mineure à avoir été auditionnée avec le protocole des auditions de mineurs victimes, en fait, elle s'appelait Mélanie, et donc, c'est resté. La MPF, c'est une unité qui apporte un soutien aux unités de terrain, c'est-à-dire à la brigade. Toutes les enquêtes qui concernent des faits d'agression sexuelle, de viol sur mineurs, leur présence, en fait, elle est indispensable pour respecter le cadre légal. On peut pas y couper, on a besoin d'enquêteurs formés Mélanie. Lorsqu'un mineur est victime de faits à caractère sexuel, l'audition, elle est obligatoirement filmée. Vous avez quand même des exceptions, mais ça reste rare, et puis on va pas développer ces cas d'exception dans cette vidéo. Le but, c'est d'appliquer le protocole pour mettre en confiance le mineur, et aussi pouvoir recueillir sa parole de la façon la plus claire et la plus juste possible. Les militaires, en règle générale, ils travaillent en binôme. Il y en a un qui réalise l'audition, et l'autre qui observe dans une salle à part, il prend des notes, et éventuellement, il rajoute des questions à poser aux mineurs au cours de l'audition. Au niveau du nombre de MPF, vous trouverez une MPF par département, ou, comme on appelle ça en gendarmerie, par groupement. Bien évidemment, avoir des qualités humaines de bienveillance et d'empathie sont absolument essentielles pour rejoindre une maison de protection des familles. Si vous avez davantage de questions sur la MPF, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
des unités chargées du maintien de l'ordre en France. Alors déjà, sachez qu'une vidéo beaucoup plus détaillée est sortie sur ma chaîne YouTube dernièrement, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mais pour en faire un résumé, les unités chargées du maintien de l'ordre en France, c'est tout d'abord tout ce qui va être CRS et gendarmes mobiles, qui sont des unités spécifiquement formées au maintien de l'ordre et qui encadrent la plupart des maintiens de l'ordre en France. On va également retrouver tout ce qui est compagnie d'intervention qui appartiennent à la préfecture de police, la Bravem qui appartient également à la préfecture de police de Paris. En province, les homologues des compagnies d'intervention de région parisienne, c'est tout ce qui est section d'intervention, compagnie départementale d'intervention, et parfois elles sont également nommées compagnie d'intervention. Toutes ces unités que je viens de vous citer, ce ne sont pas des unités qui sont spécialisées à 100% dans le maintien de l'ordre, comme le sont les gendarmes mobiles et les CRS qui s'entraînent très régulièrement et qui sont vraiment formés très spécifiquement à ça, mais toutes ces unités-là ont quand même une formation spécifique au maintien de l'ordre, ils s'entraînent assez régulièrement, et bien évidemment ils ont tout ce qui est équipement et formation dédié au maintien de l'ordre. Et parfois, en complément de toutes ces unités, en complément des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre, on va également retrouver des unités qui font du maintien de l'ordre de façon très occasionnelle, comme tout ce qui est brigade anticriminalité, brigade spécialisée de terrain, et côté gendarmerie, tout ce qui est peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, et également parfois tout ce qui est garde républicain. Mais comme je viens de vous le dire, ce sont des unités qui vont faire du maintien de l'ordre de manière plus exceptionnelle. Alors, les gardes républicains, c'est un statut un peu particulier, puisqu'à la base, ils appartiennent quand même à la gendarmerie mobile, donc bon, ils sont quand même formés au maintien de l'ordre également, mais leur statut et leur mission principale, c'est pas du tout le maintien de l'ordre, la garde républicaine, c'est notamment surveillance de tout ce qui est bâtiments qui appartiennent à l'État, comme par exemple l'Élysée, et également des patrouilles. Et en bonus, je dirais qu'il y a certaines unités qui font du maintien de l'ordre de manière vraiment exceptionnelle, c'est tout ce qui est BRI, RAID et GIGN. On l'a vu notamment lors des émeutes liées à la mort de Naël, le RAID, la BRI et le GIGN ont participé à certains maintiens de l'ordre. Je conclue cette vidéo en vous disant que de manière extrêmement rare, mais vraiment très rare, il est possible que tout ce qui est police secours et brigade de gendarmerie fassent du maintien de l'ordre. Mais ils sont pas formés au maintien de l'ordre et normalement tout ce qui est police secours, brigade de gendarmerie départementale, ils n'ont pas à faire du maintien de l'ordre. Je vais te parler des devises de la gendarmerie nationale et de la police nationale. La devise de la police nationale, c'est Pro Patria Vigilant, ça signifie pour la patrie, il veille. C'est une devise qui a été adoptée par la police nationale pour symboliser sa mission de protection des citoyens et des territoires. La police nationale qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national dans les secteurs qui lui sont dédiés. Concernant la gendarmerie nationale, on a plusieurs devises et slogans. Déjà, on a la mention Honneur et patrie, valeur et discipline qui orne le drapeau de la gendarmerie nationale. Mais la devise historique, c'est plutôt pour la patrie, l'honneur et le droit, une devise que tout gendarme connaît puisqu'il l'apprend lors de sa formation initiale en école de gendarmerie. Depuis quelques années, on peut voir la mention Notre engagement, votre sécurité qui orne les voitures de gendarmerie, mais cette mention se rapporte plus à un slogan qu'à une devise. Et pour finir, depuis quelques temps, la gendarmerie nationale a adopté un slogan supplémentaire qui est une force humaine. Côté police nationale, durant les dernières campagnes de recrutement, on a pu voir la mention Protéger le plus beau des métiers qui apparaissait à de nombreuses reprises et qui peut également être assimilée à une devise ou un slogan. Je vais vous expliquer la différence entre policier adjoint et cadet de la République. Bon, déjà il faut savoir que pour le recrutement, ce sont les mêmes tests de sélection. Vous avez d'abord tout ce qui est test écrit avec un commentaire d'image et des tests psychotechniques. Puis vous avez les épreuves sportives avec du gainage où vous devez tenir 1 minute 15 pour les femmes et 1 minute 45 pour les hommes. Puis vous avez l'épreuve du Luc léger, également appelé test d'endurance cardio-respiratoire. Et là pour les femmes, vous devez atteindre le palier 4 et pour les hommes le palier 6.15. Et pour terminer, vous avez l'oral devant le jury qui dure 15 minutes. Vous devez vous présenter avec une présentation qui va durer de 2 à 5 minutes et ensuite vous répondez aux questions du jury. Les conditions d'accès sont également les mêmes. Il n'y a pas de diplôme qui est requis. Bien évidemment, il ne faut pas avoir de casier judiciaire, être âgé de 18 à 30 ans, être de nationalité française et avoir effectué sa journée d'appel à la défense ou sa journée défense et citoyenneté. Au niveau de la formation, les policiers adjoints ont une formation de 16 semaines en école de police, suivie de 2 semaines de stage dans le service où ils vont être affectés. Les cadets, eux, c'est 12 mois de formation avec une alternance entre lycée professionnel et école de police, ainsi que des stages sur le terrain. Donc sur 12 mois, c'est réparti en 12 semaines en lycée professionnel, où vous avez tout ce qui est français, mathématiques, histoire-géographie, informatique et anglais. Vous avez 28 semaines en école de police, où là vous avez la formation de policier adjoint, mais également une grosse partie préparation au concours de garde de la paix. Et il y a également 7 semaines de stage en service actif, avec un stage de 1 semaine qui est le premier stage, le stage d'observation, suivi d'un stage pratique de 2 semaines, où là vous êtes armé, vous avez l'habilitation à l'arme et vous pouvez donc sortir sur le terrain. Et ensuite le dernier stage il dure 4 semaines et c'est sur le lieu
lieu d'affectation. Bon, ce que je vous dis là, c'était à l'époque où j'étais cadet. Peut-être que maintenant les stages ont évolué, mais en tout cas, c'est toujours 7 semaines de stage. Quand vous êtes policier adjoint, en formation, vous percevez 1488 € par mois net en province, ou alors 1585 € net en Île-de-France. Et pour les cadets, c'est 552 € par mois net d'impôts. Alors effectivement, cadet, c'est moins rémunéré, et la formation, elle dure 1 an. Mais moi, pour vous parler de mon expérience, faut savoir que j'étais cadet au sein de la 13e promotion, ça m'a mis au sport déjà, parce que j'étais pas du tout sportif à la base. Et puis effectivement, la formation était un peu longue, hein. Je vais pas vous mentir, il y a des moments où je trouvais que c'était long et j'avais hâte que ça se finisse pour être sur le terrain et être policier adjoint comme les autres. Mais franchement, c'était très formateur, parce que déjà, ça m'a mis au sport. Et grâce à la formation de cadet de la République, c'est sûrement ça qui m'a permis d'avoir le concours de gardien de la paix. Et ça vous permet de voir plein de choses, notamment les stages en service qui sont vraiment très intéressants. Et pour les personnes qui partent de rien mais qui sont motivées pour avoir le concours de gardien de la paix, c'est vraiment une formation qui peut vraiment vous aider. À l'issue des formations de cadet de la République et de policier adjoint, vous devenez policier adjoint et vous êtes affecté dans un département pour lequel vous avez été recruté. Par contre, il faut savoir qu'en étant cadet, vous pouvez passer le concours interne dès la première année, alors qu'en étant policier adjoint, il faut attendre minimum 1 an avant de pouvoir passer le concours interne. Et pour cadet, comme je vous l'ai dit, pas besoin d'attendre les 1 an, vous pouvez passer le concours dès la première année, donc durant votre scolarité de cadet, même si vous n'avez pas de diplôme. On va parler des femmes en gendarmerie. Jusque dans les années 60, les femmes n'étaient pas autorisées à intégrer la gendarmerie nationale. Considérée comme l'institution militaire par excellence, la gendarmerie considère qu'à cette époque, en fait, les femmes ne peuvent pas accéder au métier des armes. Donc ce sont des métiers qui sont exclusivement réservés aux hommes. C'est environ en 1972 que les premières femmes réussissent à intégrer l'institution militaire. Au départ, elles font uniquement des postes administratifs. L'évolution est lente, mais elle est quand même présente. Il faut attendre 1982 pour voir des femmes affectées à des fonctions opérationnelles. Donc c'est-à-dire qu'elles passent de postes administratifs à des postes sur le terrain, et enfin elle participe du coup à des missions qui étaient jusqu'alors réservées aux hommes. En 1987, Isabelle Guillon de Méritins décide de rejoindre la gendarmerie. Elle devient alors la première femme à obtenir le rang d'officier en gendarmerie. Donc là on est vraiment sur un gros tournant pour l'institution militaire. Actuellement on compte environ 20% de femmes, et l'institution elle accentue sa politique d'ouverture au niveau des spécialités et de toutes les unités. Donc en fait vous avez de plus en plus de femmes qui rentrent par exemple au GIGN, et en 2016 on a la première femme sous-officier qui incorpore les rangs de la gendarmerie mobile. Donc pareil, on est sur une belle avancée, même si 2016 ça reste relativement récent. L'évolution de la place des femmes dans la gendarmerie n'a pas été toujours simple, on peut le voir avec des dates qui sont relativement récentes, mais aujourd'hui la tendance elle est à la normalisation de la situation, avec notamment l'égalité des rémunérations à grades similaires aux hommes. Est-ce que tu savais qu'il y a un service de police dédié à l'aide aux sans-abri? Ce service se nomme la BAPSA, la Brigade d'assistance aux personnes sans-abri. Il est situé à Paris et dépend de la préfecture de police. Il faut savoir qu'il y a 2 brigades qui sont opérationnelles tous les jours de 6h30 à 23h. Les missions quotidiennes, c'est tout ce qui est maraude sur l'ensemble de la capitale afin de détecter la présence de SDF qui ne sont pas repérés ni pris en charge par les services sociaux. Également, la prise en charge des personnes sans-abri volontaires à des heures et des lieux bien connus de cette population en vue de leur conduite au CHAPSA de l'hôpital Max Forestier. C'est un hôpital qui dispose de 160 places d'hébergement et dont le conseil d'administration est présidé par le préfet de police de Paris. Les fonctionnaires de la BAPSA effectuent également des interventions lorsqu'il y a une demande de prise en charge de SDF dans un endroit où leur présence est signalée. Ils sont également en partenariat étroit avec tout ce qui est service de charge du traitement de l'exclusion sociale, notamment tout ce qui est service de la ville de Paris, le SAMU social, la RATP, les foyers d'accueil et les différents hôpitaux qui prennent en charge les SDF. Il y a d'ailleurs un fonctionnaire de ce service dont la mission exclusive, c'est de s'occuper des relations entre le service et les diverses associations. Et d'ailleurs, ce fonctionnaire de police a permis à un grand nombre de sans-abri d'avoir accès à des hébergements à moyen et long terme. Il faut savoir que depuis 2017, ce service accueille également la conduite des migrants vers les centres d'accueil et les hôtels. C'est une nouvelle mission qui est maintenant ponctuelle pour les effectifs de la BAPSA. Concernant l'histoire du service, ça fait suite à la vague de froid de 1954 où l'abbé Pierre avait lancé son fameux appel pour que le pays vienne en aide aux plus démunis. Et à partir de 1955, le préfet de police de l'époque crée les premières équipes de ramassage des vagabonds qui prendront ensuite le nom de Brigade d'assistance aux personnes sans abri en 1968. Ce service est intégré à la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, la DSPAP. Ce service compte 53 effectifs, 9 véhicules dont un quart de transport en commun de 60 places qui a été prêté par la RATP. En 2017, c'est 64 827 propositions d'assistance, 52 537 accompagnements au CHAPSA et 1380 conduites en centre d'hébergement associatif. Les policiers qui composent ce service sont particulièrement impliqués et motivés par la prise en charge des personnes en difficulté et des sans domicile fixe.
Je vais te parler des batailles inscrites au drapeau de la gendarmerie nationale. Sur le drapeau de la gendarmerie nationale, on retrouve la mention honneur et patrie, valeur et discipline. Généralement, la mention honneur et patrie, c'est pour la gendarmerie en elle-même, et la mention valeur et discipline, c'est plutôt pour la gendarmerie mobile. Et il faut savoir que la gendarmerie a participé à 6 batailles qui sont donc inscrites sur son drapeau, avec 6 dates. En premier, nous avons la bataille de Hounscott. Elle se déroule en 1793 et oppose les troupes de la République française nouvellement créée à celles de la première coalition. Et dans les rangs français, on a notamment la présence de gendarmes de la gendarmerie départementale. Ensuite, nous avons la bataille de Villodrigo qui se déroule en 1812 dans le cadre de la campagne d'Espagne dans la commune du même nom. Cette bataille a opposé la légion de gendarmerie impériale de Burgos et le 15e régiment de chasseurs à cheval à 2 corps de dragons anglais qui furent battus. En troisième bataille, nous avons la bataille de Taguin qui se déroule en 1843 lors de la bataille de la Smala, et c'est une des batailles qui fait partie de la conquête de l'Algérie par la France. Durant cette bataille, on a la participation de gendarmes de la Légion d'Afrique, formation armée créée en 1839. Ensuite, nous avons la bataille de Sébastopol, qui se déroule en 1855 durant la guerre de Crimée. On a de nombreux gendarmes qui ont participé à la bataille de Sébastopol, et le livre d'or de la gendarmerie comptabilise 20 gendarmes tués lors de cette bataille. Ensuite, en 5e bataille mentionnée, on retrouve Indochine, mais là ça mentionne plutôt la guerre d'Indochine, avec la mention 1945-1954, et là c'est la garde républicaine qui a particulièrement participé à la guerre d'Indochine. En effet, à la fin de l'année 1946, il a été décidé de créer et d'envoyer en Indochine des unités de gendarmerie regroupées sous le nom de Légion de garde républicaine de marche, dont l'acronyme est LGRM, et il faut savoir que 3 LGRM furent mis en place. On a également des éléments de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air, ainsi que de la gendarmerie départementale qui ont participé à la guerre d'Indochine. Et enfin, on a la mention AFN 1952-1962 qui fait référence à la guerre d'Algérie, avec notamment la participation de la gendarmerie mobile pour les missions de maintien de l'ordre et également quelques missions militaires. Ces inscriptions figurent sur les drapeaux et étendards des régions de gendarmerie et également de certaines gendarmeries spécialisées pour les corps ayant eu des unités combattantes lors de ces conflits. Je vais te parler du pistolet à impulsion électrique, un équipement qui équipe les forces de l'ordre depuis de nombreuses années. Il faut savoir que le modèle précédent, le X26, était en service en gendarmerie et en police nationale depuis 2004 et en police municipale depuis 2010. Et maintenant, la gendarmerie et la police nationale sont dotés du Taser 7 de nouvelle génération qui a commencé à être distribué dans les différentes unités depuis janvier 2021. Le pistolet à impulsion électrique qu'on abrège généralement en PIE ou alors tout simplement par le nom de la marque, Taser, terme qui peut être traduit en français par foudroyeur. Cette arme a été inventée en 1972 par Jack Cover. Et en fait, Jack Cover, il recherchait une arme sécuritaire qui était utilisable à bord d'un avion. En France, c'est une arme de catégorie B dont le port et le transport est interdit. La détention est bien évidemment interdite également. C'est une arme qui est utilisée par la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. Elle est également utilisée dans de nombreux pays dans le monde. Il y a plus de 100 pays qui l'utilisent. Différentes polices et également armées qui utilisent le taser. Et il faut savoir que la France est le seul pays d'Europe qui a doté les tasers d'une caméra appelée TaserCam, et cette caméra permet un enregistrement de l'image et du son dès la mise en fonction de l'arme. La portée maximum c'est 7,60 m. Le taser propulse 2 électrodes qu'on appelle plus communément des dards ou des ardillons à la vitesse de 50 mètres à la seconde. Bien évidemment, ces 2 électrodes sont reliées à 2 filins pour que l'électricité puisse être transmise. La décharge, c'est une décharge de 2 mA pour 50 000 volts. Ça bloque le système nerveux et ça a pour effet d'immobiliser brièvement la personne touchée. En gros, ça vous contracte et ça vous raidit tous les muscles et vous ne pouvez plus rien faire. Enfin, ça c'est quand ça fonctionne bien, parce qu'il y a certains cas où ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles au taser, il y a des personnes chez qui 1 voire 2 ou 3 coups de taser ça fonctionnera pas, ou alors ça fonctionnera que partiellement. Le taser peut également être utilisé en mode contact, qu'on appelle plus communément le mode shocker, mais ce mode est moins puissant que l'utilisation à distance avec les 2 ardillons. Il faut savoir que le taser est une arme qui suscite la controverse, notamment de l'association Amnesty International, qui a pointé du doigt certaines blessures et morts accidentelles occasionnées à cause du taser. Toutefois, la société Taser, quant à elle, met en avant que le PIE permet d'éviter des blessures plus importantes aux délinquants et également évite de nombreuses blessures du côté des forces de l'ordre. Il ne faut pas oublier que le PIE est ce qu'on appelle une arme de force intermédiaire et donc ça évite aux policiers, aux gendarmes d'utiliser leurs armes à feu, des armes donc létales. Le Taser est quand même une arme moins létale et qui permet généralement d'interpeller des personnes en leur faisant un minimum de dommages, notamment lors d'interventions compliquées contre des personnes qui sont très excitées et qui veulent en découdre.
16 février 1791, une date historique pour la gendarmerie, puisque c'est le jour où la loi pour la création d'une gendarmerie nationale avec intégration à l'armée est parue. La gendarmerie nationale est l'héritière de la maréchaussée de France, une force militaire qui a été créée pendant la guerre de 100 ans. À l'époque, la maréchaussée suivait les armées en campagne, c'était un corps de militaires chargé de la justice aux armées. Elle surveillait et réprimandait les méfaits de pillards, de soldats et de déserteurs. La maréchaussée se sédentarisera progressivement et ses missions s'élargiront à l'ensemble de la population et du territoire à partir du règne de Louis XII. Et d'ailleurs, la déclaration royale du 25 janvier 1536 étend la compétence de la maréchaussée à l'ensemble de la population civile pour tout ce qui est vol, avec ou sans armes, mais également tout ce qui est vagabond et étranger non domicilié. C'est le 16 février 1791 que la maréchaussée devient la gendarmerie nationale. Une loi crée et organise cette nouvelle institution. Elle sera complétée par la loi du 17 avril 1798, considérée comme la grande charte de la gendarmerie, qui réforme le corps, codifie les principes d'action et précise les attributions en matière de police administrative et de police judiciaire. Et cette loi augmente également les effectifs qui passent à 10 000 hommes, ce qui pour l'époque était quand même pas mal. Et petite anecdote, il faut savoir que tout ce qui est moustache et bicorne, qui reste encore aujourd'hui attaché à l'image du gendarme, était à l'époque obligatoire. Il faut savoir que par décision du 28 janvier 1841, le port de la moustache devient obligatoire dans la gendarmerie nationale. Et il le restera jusqu'en 1933, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, la gendarmerie s'organise autour de 22 régions de gendarmerie correspondant aux 22 anciennes régions administratives. Et j'imagine que vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 2009, en plus du fait que la gendarmerie est attachée au ministère de la Défense, elle est également rattachée au ministère de l'Intérieur pour les missions de sécurité intérieure. La brigade de répression de l'action-violence motorisée, plus connue par son acronyme BRAVEM. La BRAVEM, c'est une unité qui a été créée en mars 2019 par le préfet de police de l'époque, et cette unité a été créée en réponse aux violences lors des manifestations des Gilets jaunes. Cette unité fait partie de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Cette unité est unique en France, on ne la retrouve qu'à Paris. Les policiers de ce service sont toujours en binôme, un motard et un opérateur. À l'origine, ce sont des agents des compagnies motocyclistes et des compagnies d'intervention qui sont détachés de leur service d'origine pour former la BRAVEM lors des manifestations. Puis en 2020, le service de la 24 BRAVEM est créé. Les motocyclistes sont issus de ce service, les opérateurs, qui sont donc les passagers, sont toujours issus des compagnies d'intervention. Avant les JO, on avait 6 sections de 18 opérateurs, ce qui formait au total 92 équipages. Mais pour les JO 2024, le projet c'était d'augmenter les effectifs de la BRAVEM pour arriver à 150 binômes. Chaque unité a 4 porteurs de boucliers, un policier armé d'un LBD 40 et un policier armé d'un lanceur Cougar, qui est un lanceur de grenades, notamment pour tout ce qui est grenades lacrymogènes. La tenue des policiers de la BRAVEM, c'est une tenue noire avec casque de moto blanc ou noir, un brassard orange siglé police, un gilet tactique doté notamment d'une radio, d'une caméra piéton et également d'un bâton télescopique de défense et parfois de grenades lacrymogènes ou de grenades de désencerclement. Et bien évidemment, chaque policier a son arme de service, le Six Hour SP 2022. Les BRAVEM, c'est des unités mobiles dont le rôle est de se déplacer rapidement d'un point A à un point B pour aller en renfort des unités déployées à cet endroit et interpeller rapidement les fauteurs de troubles. L'avantage, c'est que grâce aux motos, les agents de la BRAVEM sont rapides, ils peuvent se déplacer facilement dans Paris, ils peuvent également se faufiler dans la circulation et éviter les bouchons, et donc arriver plus rapidement que d'autres unités comme les CRS, les compagnies d'intervention, qui sont moins mobiles avec leurs véhicules qui sont généralement des fourgons. Or, les missions de maintien de l'ordre, les policiers de la BRAVEM font principalement de l'initiative, notamment tout ce qui est contrôle routier, mais également le renfort à d'autres services pour des interventions, notamment tout ce qui est recherche du flagrant délit. Si par exemple, les policiers de la BRAVEM ont une information comme quoi une personne vient de piquer un sac à main ou de voler un portable dans le métro par exemple, eh bien ils peuvent se déplacer rapidement pour aller interpeller les auteurs du délit. Il arrive également parfois qu'ils participent à des escortes du SAMU et également à des opérations pour tout ce qui est contrôle d'identité, démantèlement de points de deal ou même opérations de police judiciaire à plus grande échelle. Et pour information, visiblement de ce que j'ai vu sur internet, les motos utilisées par la 24 BRAVEM ce sont les Yamaha XTZ 1200 Super Ténéré. Moi j'avais également entendu parler du fait qu'ils utilisaient des traceurs, alors je sais pas si ça a changé depuis. La BRAVEM c'est une unité qui a été beaucoup décriée lors des manifestations gilets jaunes. Alors certes évidemment il y a des policiers qui ont eu des mauvais comportements au sein de cette unité. Pour autant il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. C'est une unité qui a son utilité et de là à vouloir la démanteler comme ça a été la polémique il y a quelques mois, je pense que c'est un peu excessif. C'est une unité qui a toute son utilité lors des manifestations qui dégénèrent.
on va parler des maîtres chiens en gendarmerie. Alors pour devenir maître chien, vous avez deux possibilités. En fait, il faut avoir 4 ans d'ancienneté militaire, soit en tant qu'ancien GAV devenu sous-officier, ou alors au bout de 3 ans de terrain et d'1 an d'école, si vous êtes ancien civil comme moi par exemple. Il vous faudra alors passer les tests pour entrer en formation au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale qui se situe à Gramat. Vous êtes alors assistant maître chien en tant que gendarme adjoint volontaire, ou alors directement maître chien en tant que sous-officier. En tant que GAV, vous assisterez le maître chien dans ses entraînements, vous réaliserez les soins nécessaires et vous apporterez votre aide lors des interventions, bien évidemment. Les chiens et les maîtres chiens peuvent donc assister les brigades de gendarmerie lors des perquisitions, des pistages, des contrôles routiers. Ils cherchent la plupart du temps la présence de produits stupéfiants, d'armes, de matières explosives, d'argent. On appelle alors ces chiens, quand ils font un peu tout, les chiens Sambi. Vous avez également d'autres duos qui sont spécialisés dans le pistage. Vous avez ceux qui participent donc aux recherches de personnes disparues, aux recherches de malfaiteurs grâce aux traces olfactives qu'ils laissent sur leur passage. Vous avez vraiment beaucoup de chiens différents, beaucoup de spécialités différentes. En tout, en gendarmerie, il y a 3 grandes catégories. Il y a le mordant, la recherche de personnes et la recherche de produits stupéfiants. Et vous avez 17 sous-catégories, donc on va pas toutes les énumérer ici, mais il y en a beaucoup. Si vous avez besoin de vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le site de la gendarmerie recrute. Il y a une rubrique directement pour les maîtres chiens. À savoir que tous les chiens, ils sont formés à Gramat, donc il faudra bien évidemment vous déplacer là-bas. Et donc les principales races qu'on peut y retrouver, c'est quand même les bergers allemands et les bergers malinois. Après, il y en a d'autres bien évidemment, comme le Saint-Hubert, etc. Mais encore une fois, on va pas tout détailler ici. Vous pouvez retrouver les unités cynophiles dans certains PSIG, au sein de GIC, ce sont les groupes d'investigation cynophiles, mais également au GIGN bien évidemment, ou encore dans les pelotons de haute montagne, les PGHM. En ce qui concerne les qualités à avoir, il faut être doux, bien évidemment, pédagogue, avoir une bonne forme physique et avoir le goût du travail d'équipe, puisque vous formez quand même une équipe avec votre assistant maître chien et bien évidemment votre chien. Je vais te parler du LBD-40, le lanceur de balles de défense en calibre 40 mm, le successeur du flashball. Alors je sais que je m'attaque pas au sujet le plus facile, c'est un sujet assez sensible le LBD-40. Il y a beaucoup de controverses autour de cette arme, mais j'ai envie de vous la présenter parce que justement c'est une arme qui est intéressante, qui a une histoire. Malgré le fait qu'elle soit très controversée, c'est une arme qui a son utilité. Bien évidemment ça reste une arme, donc elle a occasionné des blessures par le passé. Mais sachez que cette arme c'est une arme de force intermédiaire, c'est une arme qui est classée en catégorie C. Elle est utilisée notamment par la police nationale, la gendarmerie nationale, mais également la police municipale et également l'administration pénitentiaire. C'est une arme qui va être utilisée notamment sur tout ce qui est maintien de l'ordre, mais également parfois lors de sécurisation, par exemple sur des matchs de foot ou d'autres événements comme des manifestations, également lors de violences urbaines et parfois à la place de l'arme de service. Ça va venir un peu comme le taser en complément. C'est une arme de force intermédiaire, je dirais, de 2e catégorie. La marque qui produit le LBD-40, c'est un armurier suisse. Les projectiles de cette arme sont des projectiles de 40 x 46 mm. Les projectiles sont produits par l'entreprise française Alcetex. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de munitions qui peuvent être utilisées dans le LBD. Déjà on a tout ce qui est munitions en caoutchouc, mais également des munitions en mousse, voire également tout ce qui est munitions lacrymogènes ou fumigènes. Les projectiles de cette arme sont conçus pour se déformer et s'écraser à l'impact, sans qu'il n'y ait un risque de pénétration dans le corps humain, avec une puissance d'arrêt qui est suffisante pour repousser un individu. De ce que nous disaient nos formateurs en école de police, prendre un tir de LBD c'est un peu comme prendre un gros coup de poing. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, la puissance de l'arme c'est à peu près 80 joules à 40-50 mètres. Le LBD-40 est utilisé depuis 2009 dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Avant ça on avait le flashball. Il faut savoir que c'est une arme qui est réglée pour une distance de 25 mètres à 50 mètres. Plus la personne est éloignée, plus le tir va se décaler. Si vous êtes vers les 60-70 mètres, la personne risque de le prendre au niveau du haut du torse, voire dans le cou ou dans la tête. Donc c'est pour ça que c'est préconisé de l'utiliser entre 25 et 50 mètres. Au-delà, le tir risquerait de trop se décaler et en deçà, il y a trop de risques de faire des dégâts sur une personne, des dégâts trop importants. C'est arrivé dans de très rares cas, mais il y a un risque létal. En France, les LBD-40 sont équipés pour la police et la gendarmerie d'un viseur électronique avec point rouge. En police nationale, chaque policier qui est porteur d'un LBD-40 doit être porteur d'une caméra et doit la déclencher avant de tirer. C'est obligatoire. Dans les règles d'emploi, il est également totalement interdit de viser la tête, sauf vraiment en cas de légitime défense. Si par exemple une personne est armée en face ou va vous lancer un cocktail molotov et que vous n'avez pas le temps de viser une autre partie du corps, que c'est un tir de riposte, on ne va pas vous le reprocher. Mais dans le cas d'une manifestation, par exemple sur des manifestants qui vont vous lancer des pierres ou ce genre de choses, bien évidemment c'est interdit de viser la tête. C'est malheureusement arrivé dans quelques cas, je vais vous parler justement des blessés dus au LBD-40 juste après, mais il est arrivé quelques fois qu'il y ait des personnes qui prennent des tirs dans la tête, et ça c'est principalement dû parce que les tirs étaient
faits à longue distance, ou alors que les tirs étaient faits en réaction parce que les forces de l'ordre étaient dans une situation où les manifestants en face étaient très violents et du coup les tirs ont été faits en réaction de façon très rapide. Et donc il est malheureusement arrivé dans quelques dizaines de cas que des personnes prennent des tirs en pleine tête. Et il est également arrivé dans de très rares cas que des tirs aient manqué leur cible et touché d'autres personnes qui n'avaient rien à voir. Et malheureusement dans certaines manifestations où ça va dégénérer de manière très très vive, il est très compliqué de viser et de toujours viser les zones qui sont recommandées. Également de pouvoir évaluer la distance, puisque c'est facile de dire là derrière un micro qu'il faut l'utiliser entre 25 et 50 mètres, mais sur une manifestation c'est plus compliqué de jauger la distance. Et justement les blessés, parlons-en. Entre le 24 novembre 2018 et le 27 janvier 2019 à Paris, selon le tribunal administratif, près de 1000 tirs de LBD ont été réalisés, ce qui a occasionné des blessures graves chez 33 personnes, dont 28 touchées à la tête, ce qui représente 3% des tirs. Donc vous voyez quand même que la proportion des blessures graves, même si ça reste trop, bien évidemment, je suis totalement d'accord pour dire que 3% de blessés graves, ça reste trop, mais ça reste quand même une proportion très très faible par rapport au nombre de tirs. Sachez que pour utiliser ce genre d'arme, il faut obligatoirement une formation et une habilitation. On n'utilise pas ce genre d'arme comme ça sans formation. Moi par exemple, je suis enquêteur, je suis dans un bureau, je ne suis pas amené à utiliser ce genre d'équipement, donc je ne suis pas habilité. Les services qui vont utiliser ce genre d'équipement, ça va être tout ce qui est brigade anticriminalité, compagnie départementale d'intervention, compagnie d'intervention, brigade spécialisée de terrain, également la brigade de recherche et d'intervention, et un peu moins utilisé par ces unités mais tout de même utilisé, ça va être tout ce qui est gendarmerie mobile et CRS. Ces unités qui sont pourtant spécialisées en maintien de l'ordre ont moins l'habitude d'utiliser ce type d'équipement parce que eux ils vont préférer tout ce qui est grenades lacrymogènes et utiliser d'autres moyens qui sont propres à ces unités comme des charges, mais également d'autres équipements spécialisés comme les camions lanceurs d'eau que possèdent les CRS ou alors les véhicules blindés que possède la gendarmerie mobile. Les groupes interministériels de recherche, ils ont pour objectif l'identification et la saisie du patrimoine acquis avec le bénéfice de trafic. C'est une force qui réunit tous les services concernés par la lutte contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent, comme tout ce qui est trafic de stupéfiants à grande échelle, trafic en bande organisée, vol en bande organisée, blanchiment d'argent, ce genre de choses. Ces unités utilisent des moyens sur le plan pénal, fiscal, administratif et douanier pour exercer diverses missions, comme tout ce qui est lutte contre la délinquance financière, et également l'encouragement de l'échange de renseignements et le partage de compétences entre les différentes administrations qui prennent part à cette lutte. Il faut savoir qu'il existe 36 GIR, il y en a 29 en métropole et 7 en outre-mer. Ils sont composés de personnel interministériel, c'est-à-dire qu'on a la police nationale, la gendarmerie nationale, mais également les douanes et des agents des impôts. Et en fonction des GIR, ça peut être soit un policier, soit un gendarme qui le dirige, comme vous l'aurez compris. Il y a certains GIR où ça va être un commissaire ou un commandant de police qui va diriger le service, et certains autres où ça va être un commandant ou un colonel de gendarmerie qui va diriger le service. Il faut savoir qu'il y a également une coordination nationale des GIR qui est implantée à la direction centrale de la police judiciaire, et ce sur la base de l'alternance du commandement entre police et gendarmerie. Les GIR étaient anciennement nommés groupes d'intervention régionaux et ils ont été créés en 2002. Il faut savoir que chaque GIR est composé d'une structure permanente ainsi que de personnels ressources qui sont prédésignés par chaque directeur de service régional ou départemental de police ou de l'administration concernée et par les commandants de région de gendarmerie nationale. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont travailler au GIR à 100%, qui sont vraiment détachés pour travailler tout le temps dans ce service, et vous avez également des personnels qui vont être dans leur service la plupart du temps, c'est-à-dire par exemple des policiers, des gendarmes qui vont être dans leur service d'enquête et le jour où il y a une grosse opération, vu que ce sont des personnes ressources, ils vont venir en renfort des personnes qui travaillent de façon permanente dans le GIR où ils sont rattachés. J'ajouterais que pour certaines missions, on peut avoir parfois un agent de l'URSSAF qui accompagne les membres d'un GIR pour certaines missions. Il faut savoir que l'activité des GIR est en hausse, quasiment tous les ans ça augmente, il y a de plus en plus de saisies d'armes, de produits stupéfiants, mais également d'argent liquide. La cordelière rouge portée par les agents de la préfecture de police, ce cordon rouge symbolise la couleur de la Légion d'honneur. Une distinction notable car elle fait de la préfecture de police de Paris la seule institution civile à porter cet attribut aux couleurs de la Légion d'honneur. Les policiers de la direction générale de la police nationale, qui n'appartiennent pas à la préfecture de police, portent eux des cordelières blanches. Moi par exemple, je ne suis pas au sein de la préfecture de police de Paris, je n'appartiens pas à la PP, j'appartiens à la direction générale de la police nationale. Quand je revêtis ma tenue de cérémonie, qu'on appelle dans le jargon la tenue d'honneur, j'ai une cordelière blanche et non pas une cordelière rouge. Et je précise qu'il faut bien faire la distinction entre fourragère et cordelière. Le nom de fourragère est utilisé par les militaires, la police nationale n'étant pas une institution militaire mais une institution civile.
on utilise le terme de cordelière. En soi, c'est la même chose, c'est juste qu'on ne peut pas utiliser le terme de fourragère vu que les policiers ne sont pas militaires. Pour comprendre l'origine de cette cordelière rouge, il faut remonter à la libération de Paris en août 1944. Le 14 août 1944, 3 réseaux de résistance, Police et Patrie, Honneur de la police et le Front national de la police, réagissent à l'ordre de la Gestapo de désarmer et d'interner les policiers parisiens. Ils décident d'une grève générale et diffusent un tract appelant les fonctionnaires de police à cesser le travail. Le 19 août à l'aube, les policiers résistants s'emparent de la préfecture et mettent aux arrêts le préfet Bussière. Durant les 7 jours de combat qui ont suivi et jusqu'à la libération de la capitale, la préfecture de police a été un centre vital de l'insurrection. Au total, 167 policiers parisiens périront dans ces combats menant à la libération de la capitale le 25 août 1944. Et on a donc une citation en octobre 1944 à l'ordre de la Nation portant attribution de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre à la préfecture de police. Et cette citation, je vais vous la lire. Bravant l'occupant dès le 15 août, déclenchant la lutte dès le 19 et la poursuivant jusqu'au 26, les courageux gardiens de la police parisienne ont donné à toute la nation un bel exemple de patriotisme et de solidarité qui fut l'un des premiers facteurs du succès des combats pour la libération de la capitale. On peut également noter que la grande cour d'honneur de la préfecture de police a quant à elle été baptisée cour du 19 août 1944 et agrémentée d'un monument aux morts en mémoire des policiers tombés pour la libération de la capitale. Cette distinction est contestée par certaines personnes qui rappellent le passé houleux de la police parisienne, notamment par exemple la rafle du Veldiv, mais également la collaboration avec l'occupant. Cette distinction a été attribuée à titre exceptionnel pour que d'une façon la police soit relégitimisée. Il ne faut pas oublier qu'il y avait de nombreux policiers qui étaient également des résistants en aidant les personnes recherchées par l'occupant. Cette cordelière ou ce cordon rouge porté par les policiers de la préfecture de police de Paris participe donc au souvenir de tous ces policiers qui sont morts pour la libération de Paris, mais également plus généralement à tous les policiers qui ont aidé la résistance et qui ont lutté contre l'occupant. Et d'ailleurs, je compte réaliser une vidéo sur le sujet, sur les policiers qui ont participé à la résistance et qui ont participé à la cache et à la fuite de certaines personnes recherchées. Je trouve que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, on parle souvent de la police qui a collaboré, mais on ne parle jamais des policiers qui ont aidé les résistants, qui luttaient contre l'occupant. Il y a des policiers qui ont désobéi, il y a des policiers qui n'ont pas participé à toute cette collaboration. Il y en a eu même beaucoup et je compte vous faire des vidéos sur le sujet. La loi du 9 juillet 1966 portant sur l'organisation de la police nationale. Effectivement, cette loi qui a été votée et adoptée dans son texte final le 30 juin 1966 à l'Assemblée nationale et au Sénat et promulguée sous la présidence de Charles de Gaulle porte création sur l'organisation de la police nationale. C'est par cette loi qui officiellement recrée une police nationale unifiée à la suite de la dissolution de la police nationale de Vichy qui avait été créée en 1941 à l'époque où le gouvernement de Pétain était en place. Et la dissolution avait été promulguée le 16 novembre 1944 par le gouvernement provisoire de la République française suite à la libération de la France de l'occupant nazi. Cette loi du 9 juillet 1966 réunifie les personnels de la Sûreté nationale, qui est l'ancêtre de la Direction générale de la police nationale qu'on connaît actuellement, et de la préfecture de police de Paris, qui avait regagné leur autonomie lors de la dissolution de 1944. La préfecture de police de Paris est rattachée à la police nationale depuis cette loi de 1966, mais avant ça, elle était autonome, et je vous invite donc à aller voir la vidéo dédiée sur la PP. Et il faut savoir qu'à l'initiative du directeur général de la police nationale, une journée de la police nationale est désormais commémorée les 9 juillet de chaque année. Cet événement est l'occasion d'honorer la mémoire des policiers morts en mission, de rendre hommage aux blessés, mais aussi de célébrer la police nationale dans toutes ses composantes et de promouvoir l'institution et ses membres, quel que soit leur corps d'appartenance. Avec Alex, on va vous parler de tout notre équipement qu'on utilise au quotidien. On précise que ce sont des équipements qu'on utilise et qu'on a parfois achetés avec nos deniers personnels. Il y a également des équipements qui sont fournis par l'administration. Me concernant, je vais vous parler des équipements que j'utilise en police, puisque je suis policier garde de la paix en service d'enquête, ainsi que les équipements que j'utilise dans le cadre de la réserve de la gendarmerie, puisque je suis également réserviste en gendarmerie. Donc quant à moi, je vais vous parler de tout l'équipement que j'utilise en tant que gendarme en brigade de gendarmerie. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est une collaboration commerciale non rémunérée avec l'entreprise GK Pro. Pour commencer, me concernant, j'ai déjà vous présenté mon équipement en police. En premier lieu, j'ai un holster civil pour le Six Hour SP 2022, qui est de marque GK Pro et qui m'a été fourni par l'administration. Bon, ce holster, il vaut 59 €. Ensuite, j'ai un porte-bâton qui est de marque GK Pro. Ça, c'est un cadeau que m'a envoyé GK Pro dans le cadre de mon partenariat en tant qu'ambassadeur GK Pro. Et du coup, ce porte-bâton que j'utilise pour la plupart de mes missions, notamment lors des interpellations à domicile, il vaut 31 €. C'est un porte-bâton à scratch. C'est plutôt pratique pour le mettre sur la ceinture ou le ceinturon. Ensuite, j'ai des gants
gants anti-coupure de marque Mechanix, une marque bien connue dans le milieu des forces de l'ordre. Ce sont des gants anti-coupure donc pour protéger de tout ce qui est lames, seringues, mais ils peuvent également être utiles lorsqu'on escalade des murs ou tout simplement qu'on fait des palpations de sécurité sur une personne. Ça c'est un achat personnel et ils valent 35 €. Ensuite j'ai un porte-menottes en cuir noir, la marque je la connais pas, je vous avoue, ça m'a été fourni en école de police, donc ça c'est l'administration qui me l'a fourni. Ensuite j'ai une lampe Clarus et son étui, ça c'est fourni également par la police, par l'administration. J'ai regardé sur internet, la lampe elle vaut à peu près 100 €. Et cette lampe elle est bien utile notamment lors des interpellations à domicile ou lors des perquisitions. J'ai également un sac à dos Trooper 35 litres qui m'a été donné par GK Pro. Ça je m'en sers pour les perquisitions. Ce sac à dos il vaut 73,50 € et du coup dedans je mets plein de choses, notamment des sacs à sceller, des stylos, des convocations vierges et tout le matériel utile pour mener des perquisitions. Et enfin j'ai le téléphone Crosscall Core X5 fourni par l'administration. J'ai regardé sur le site de Crosscall, ça vaut à peu près 580 €, donc voilà, c'est pas donné. C'est le portable qu'on a en notation, nous, forces de l'ordre, que ce soit les policiers et les gendarmes, c'est notre téléphone portable professionnel. Moi, je m'en sers principalement pour appeler des victimes, des mises en cause, pour convoquer ou dans le cadre de mes enquêtes. Également parfois pour passer les fichiers lorsque je fais une perquisition, plus rarement lorsqu'il m'arrive de faire des contrôles routiers. De mon côté, je vais avoir un ceinturon HMB Exattack. Donc c'est un ceinturon qui est en fait un ceinturon scratché. Vous avez un ceinturon à scratch en dessous, plus ce ceinturon que vous venez fermer avec la boucle Cobra. C'est un achat personnel où j'ai dépensé environ 200 € pour l'avoir. Donc sur ceinturon, bien évidemment, j'ai mes menottes et mon porte-menottes qui sont fournis par l'institution. Également, je vais avoir une lampe de marque Olight Warrior 3S. Donc ça pareil, c'est un achat personnel qui vaut environ 145 €. C'est une lampe qu'on utilise quand on fait du contrôle routier, quand on fait des perquisitions, quand on fait ce genre de choses, ça peut toujours être utile d'avoir une lampe sur soi. En ce qui concerne mon arme, j'ai un déport de hanche GK Pro. Donc sur ce déport de hanche, vous avez du coup le holster Safariland qui est fourni par l'institution. Le holster, il vaut environ 300 € et le déport de hanche, donc ce qu'on appelle la plaque de hanche, c'est un cadeau de la marque GK Pro d'une valeur d'environ 72 €. Sinon, concernant le bâton, bien évidemment, bâton et porte-bâton sont fournis par l'institution, donc ça vaut environ 150 €. Donc sur mon ceinturon, j'ai également un double porte-chargeur sur lequel j'amène un chargeur en plus garni à 15 cartouches pour mon arme de service. Et enfin, sur le ceinturon, je vais avoir une paire de gants anti-coupure de la marque Mechanix. C'est une paire de gants qui est conçue spécialement pour les femmes. C'est une paire qui vaut 42 € et que j'ai acheté bien évidemment en achat personnel. Ensuite, en plus du ceinturon, on a un gilet porte-plaque qui est fourni par l'institution. Sur ce gilet, on va avoir une lampe au niveau de l'épaule qui peut être très utile pour lire les papiers, pour être vue en pleine nuit. C'est une lampe qui m'a été offerte par Alex, qui fait de la lumière blanche et également de la lumière rouge. Je vais également avoir le Neogend, donc le Crosscall Core X5, qui est fourni par l'institution. Et avec ce Neogend, on va avoir ce qu'on appelle la Power Storm, qui est placée sur le gilet. Et en fait, elle nous sert à réceptionner la conférence radio et à communiquer via différents canaux avec nos collègues. Sur le gilet, vous allez également avoir une attache pour la caméra piéton qui est indispensable à toute patrouille et l'attache en fait est fournie par l'institution, même si de plus en plus de collègues ont leur propre attache directement pour le laisser en fait en permanence sur le gilet parce que sinon, j'avoue qu'en brigade on court un peu après. Et enfin, comme dernier équipement, on a toujours donc un taser sur nous. L'étui taser, c'est un étui qui est fourni par l'institution d'une valeur d'environ 290 € qui nous permet d'embarquer le taser soit au ceinturon, soit directement sur le gilet. Et puis, il vous permet également de rajouter une cartouche directement faite sur l'étui, donc ce qui est bien pratique au cas où on ait besoin du taser. Je reprends me concernant pour mon équipement en gendarmerie en tant que réserviste. Déjà j'ai un ceinturon boucle 3 points en Cordura, j'ai un porte-chargeur double de marque GK Pro, modèle Timecop, ça c'est fourni par l'administration, ça a été fourni par la gendarmerie quand j'ai fait ma préparation militaire à la gendarmerie pour être formé en tant que réserviste. J'utilise également la même lampe Clarus et son étui fourni par la police, voilà, la lampe qu'on m'a fournie en police, j'utilise pour la réserve en gendarmerie. Et par contre je me suis acheté un holster pour le pistolet automatique MAS G1, un holster de marque Vega Holster qui m'a coûté une centaine d'euros. Ouais, c'est pas donné. Mais le problème c'est que vu qu'en réserve, en gendarmerie, on n'a pas les mêmes armes que en police. Du coup, j'ai dû me racheter un holster spécialement pour faire de la réserve, puisque les holsters que j'ai en police pour le 6 Hour SP 2022, ils fonctionnent pas avec le MAS G1. Forcément, c'est pas la même arme, donc ça rentre pas, ça fonctionne pas pareil.